la tribune de l'après-midi avec Dominique Noguer, que je ne présente pas, moi, avec Christophe Soulhomme, que vous connaissez les deux, mais vous les représenterez, avec Marie-Paul Poussier, qui membre de la direction de l'UCR, responsable de l'espace UCR Enjeux et Société, qui a été, je dois le dire, je veux le souligner, la cheville ouvrière de ce colloque. Pas tout seul, tout l'espace, tous les camarades de l'espace ont été impliqués d'une manière ou d'une autre, mais Marie-Paul a joué le rôle dynamique de cette affaire, et qu'elle en soit remerciée. On l'écoutera tout à l'heure pour quelques mots de conclusion. Alors, il manque à cette tribune, je ne sais pas où il est passé, Marc Bastide, qui est membre de la direction de l'UCR et membre de la commission exécutive confédérale. Il va nous rejoindre, j'imagine. Et alors, on démarre tout de suite. Toujours le même principe que ce matin. Les intervenants vont parler un quart d'heure. Allez, voilà. Marc. Je viens de dire. On va faire comme ce matin, c'est-à-dire les intervenants vont parler 15 minutes, environ. S'ils passent, on va parler en voix, et ensuite, débat avec la salle. Et donc, on commencera avec Dominique, ensuite Christophe, on conclura avec Marie-Paul, et ensuite, on terminera notre réunion. J'espère que nous la finirons à l'heure. Alors, tout de suite, Dominique. Alors Dominique, je vais la tutoyer parce que tout à l'heure, je la qualifiais, je disais à M. Bonnet, une magistrate, une avocate, au fond, qui veut parler. Dominique est une amie. Pour les lecteurs de l'E-Nouvelle, ils la connaissent. Elle est intervenue notamment, il y a peu de temps, sur les procès faits à Madrid contre des élus et des militants catalans. Elle a écrit dans les nouvelles, vous la connaissez, elle est avocate, donc vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, elle sait de quoi elle parle, et donc on va se tutoyer parce qu'on connaît vous. Bon. Alors, dans un monde où le numérique prend de plus en plus de place, Dominique, que deviennent nos libertés? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bien que je sois déjà intervenue tout à l'heure, je vous redis bonjour. Et puis, c'est un vrai plaisir de me retrouver ici. Et j'espère éclairer un peu vos idées sur, effectivement, ce monde curieux du numérique face à nos libertés. Alors, je souhaiterais commencer mon propos par une réflexion qui, à mon avis, illustre parfaitement l'ambiguïté dans laquelle nous plongent les nouvelles dispositions liées au numérique. Je citerai, vous ne m'en voudrez pas, une phrase de Christian Estrosi, qui n'est pas dans la tasse de thé, mais qui est très claire, et vous allez comprendre pourquoi je la cite. Le 23 septembre 2013, sur France 2. Je suis un héritier de la révolution de 1789, voilà ça, celle des droits de l'homme et du citoyen, qui consacre la sécurité comme la première des libertés. La sécurité serait-elle donc la première des libertés? La formule est devenue, au fil des années, un véritable poncif du débat public, puisque la droite s'en était emparée en 2002, lorsqu'elle a préparé la loi sur la programmation pour la sécurité intérieure, la LOPSI. En revanche, vous aurez beau la chercher dans la déclaration de 1789, vous ne la trouverez pas. Elle n'y figure pas, et ceux qui affirment les trouver mentent. En tout cas, se trompent largement. Voilà ce qu'on y lit dans cet article 2 de la déclaration. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Toujours autant d'actualité, n'est-ce pas? Mais la sûreté de 1789 ne s'entend pas comme la garantie de la sécurité physique et matérielle des citoyens contre des agressions civiles. Ce qui est consacré dans cette déclaration de 1789, c'est la sûreté, c'est-à-dire l'assurance
pour chaque citoyen que le pouvoir de l'État ne s'exercera pas sur lui de façon arbitraire et excessive. Le droit à la sûreté, c'est la garantie des libertés individuelles du citoyen. Et contrairement à ce que, et je vais les citer, vous allez voir, Alain Berger, Pierre Mauroy, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou Alain Hollande ont affirmé la sécurité n'est pas la première des libertés. Alors le numérique est-il un vecteur de cette sécurité? Porte-t-il atteinte à nos libertés et met-il en danger notre droit à la sûreté? Alors moi je dirais que d'abord le numérique a eu un rôle nécessaire et utile au départ. Quand on a inventé et créé Internet il y a 50 ans, il servait uniquement à échanger des informations militaires. Puis les scientifiques s'en sont emparés pour échanger des informations. Les pionniers, qui étaient concepteurs de l'Internet et du Web, étaient plutôt utopistes et libertaires. Ils étaient guidés par la volonté de création de biens communs avec des logiciels libres, de partage de connaissances ou de création, qui ont donné des outils tels que Wikipédia et les Creative Commons. Mais il y avait aussi l'esprit militaire, d'où le contrôle de l'Internet par des autorités gouvernementales. Avec l'arrivée du Web, c'est-à-dire l'Internet pour tous, les entreprises ont imaginé faire payer les services, mais devant le refus des internautes, elles ont trouvé d'autres moyens de réaliser des profits. Étant donné qu'elles pouvaient collecter des données qui sont constamment créées à une vitesse et à une échelle de plus en plus grande, et dans des quantités sans précédent, qu'elles pouvaient donc les stocker et les analyser, elles ont choisi de les revendre sous forme de profit dont les entreprises de marketing sont parfaitement friandes. On constate toutefois, après tout, qu'Internet ou les outils numériques en général, le numérique, peuvent aujourd'hui être considérés comme un outil essentiel pour les communications modernes, notamment les communications entre les citoyens, les politiques, entre les gouvernements ou entre les institutions publiques. Ils sont également indispensables à un certain nombre croissant d'utilisateurs pour la recherche d'actualité, pour l'éducation, les divertissements, les opérations commerciales, etc. On voit bien aussi, et on l'a dit ce matin, que le numérique, et notamment les réseaux sociaux, ont transformé l'espace public et les pratiques démocratiques, l'expression des revendications, la liberté d'expression et les modes d'information. Tout le monde se souvient du rôle joué par les réseaux sociaux dans la révolution du jasmin en Tunisie, plus récemment chez nous, dans le mouvement des Gilets jaunes, mais ça avait été aussi avec Nidou, avec d'autres mouvements plus récents. Mais il ne faudrait pas aussi oublier, et avec tous les défauts que ça peut avoir, mais je fais exprès d'en parler, un mouvement comme MeToo et son pendant français, l'annonce qu'on porte, dont on peut déplorer les excès liés à des dénonciations, mais dont il n'est pas contesté. Ils ont changé le regard de la société sur le harcèlement dont les femmes sont victimes. C'est un problème qui est très loin d'être résolu, mais ça a fait un peu bouger les opinions. Alors les technologies de pointe, logiquement, elles devraient jouer un rôle pivot pour maintenir l'efficacité et la valeur du service public. Renforcer l'autonomie individuelle et l'autodétermination. Améliorer l'épanouissement personnel en créant des conditions optimales pour l'exercice des droits. Mais ça n'est malheureusement pas le cas. Alors, quels en sont les risques? Je n'ai rien à cacher. Qui n'a pas utilisé cette formule sans y penser pour utiliser tous les moyens de communication? Il est très difficile de faire la balance entre ce qui est gratuit et facile d'accès avec quelque chose qui peut devenir dangereux dans un avenir incertain. Le téléphone portable, on en a parlé aussi ce matin, est certainement le moyen le plus dangereux de la collecte d'informations sur les déplacements, comportements, habitudes de vie. Si je vous demandais de me donner vos clés de maison, vos cartes bancaires, vos codes et tout un tas d'autres choses personnelles, en vous disant je les garde dans un coffre-fort, faites-moi confiance, vous diriez probablement non. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe sur Internet. Les logiciels à la base d'algorithmes sont aujourd'hui capables, rien qu'avec votre trafic Internet, de connaître votre solvabilité, votre état de santé, et toutes ces données sont transmises à des assureurs, à des laboratoires pharmaceutiques, qui vont les utiliser, les revendre et les commercialiser à votre insu.
Au sein de l'Union européenne, c'est environ 90% de la population qui est connectée, soit 450 millions d'individus, et donc autant de victimes potentielles. Plus il y a de données récoltées, plus il y a de risques de les voir voler ou utilisées. L'Union européenne a voté un nouveau règlement sur la protection des données personnelles, parce que le vol des données peut donner lieu à des très graves répercussions, par exemple usurpation d'identité, souscription de l'emprunt, vol de photos, récupération des photos d'enfants sur Facebook, etc., etc. Mais tout le récollement des données personnelles peut être utilisé dans les actes quotidiens, mais ce qui est protégé, ce ne sont que les activités professionnelles et commerciales, et pas privées. Donc faites attention, parce que vos données privées, elles peuvent être parfaitement utilisées à votre insu. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est que la vie privée? La vie privée, vous la déterminez vous-même. Le sphère de votre vie privée, c'est vous qui en êtes le maître. Qu'est-ce que vous estimez être de votre domaine propre? Qu'est-ce que vous voulez partager? Qu'est-ce que vous voulez faire connaître? Qu'est-ce que vous voulez garder pour vous? Ça, cela vous appartient. Simplement, il existe de réels dangers. Alors, dans les dangers, il y a les risques de surveillance. On a parlé du profilage des entreprises, dont sont victimes les internautes, je dirais des victimes parfaitement consentantes, on le voit la plupart du temps, soit par facilité d'utilisation, soit par manque d'information, tout simplement, sur les conséquences. Et l'adage est toujours vérifié. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Il n'y a absolument aucun problème. Et je vous conseille à ce propos d'aller voir un film qui est extrêmement clair, qui s'appelle Nothing to Hide, et je vous donnerai l'accès YouTube pour que vous puissiez regarder. Mais la surveillance n'est pas due qu'aux entreprises, particulièrement aux GAFAM, dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Car maintenant, sous prétexte de lutter contre le terrorisme et la cybercriminalité, la plupart des gouvernements ont mis en place leurs propres outils de surveillance. Qu'il s'agisse de la rétention des données de connexion, une directive votée par l'Union européenne peu après les attentats du 11 septembre, ou plus près de nous, la loi renseignement, qui autorise l'enregistrement par des boîtes noires des échanges de milliers de citoyens. Autant dire qu'on peut chercher une aiguille dans une botte de foin, n'empêche que les données sont quelque part. D'autres gouvernements, vous le savez, n'hésitent pas à surveiller leurs militants des droits de l'homme, syndicaux, opposants politiques, et l'on voit régulièrement des militants ou de simples citoyens qui critiquent leur gouvernement menacés, emprisonnés, voire pire. Je pourrais citer la Turquie et la Chine, mais je pourrais aussi citer la France, parce que maintenant ça commence à arriver. C'est-à-dire que nous avons, j'en ai eu quelques exemples, des militants qui ont fait l'objet de restrictions de leur liberté simplement par le fait de s'être exprimés sur les réseaux sociaux, d'avoir fait part de leurs convictions et de leurs engagements. Il ne faut pas non plus oublier la multiplicité des fichiers. Souvenez-vous, un fichier qui soit papier, qui soit sur informatique, ça ne se détruit jamais. Nous en avons une triste expérience. Vous savez bien que pendant la guerre, le fichier des Juifs en France, dont on nous avait dit qu'il avait disparu, on l'a retrouvé, donc il existe toujours. Donc les fichiers, ça existe, et le croisement des fichiers, puisque maintenant aujourd'hui on peut croiser tout ça, est aussi quelque chose de tout à fait inquiétant, mais qu'on ne voit pas, et qui pourtant nous concerne tous. C'est quand j'exerçais la profession, parce que là je suis retraitée, j'avais beaucoup de problèmes avec les fichiers du FNAEG. Le FNAEG, vous savez, c'est le fichier des empreintes génétiques. Alors c'est incolore, sans saveur, sauf que vous vous retrouvez avec vos données les plus personnelles, c'est-à-dire les données de votre ADN, dans des fichiers dont vous ignorez complètement l'usage que l'on va en faire. Alors si c'est pour retrouver un criminel sur un lieu d'un crime, moi je veux bien, mais si vous n'avez pas commis quelque chose et que vous avez vos données, à qui vont-elles être vendues? Comment vont-elles être utilisées? Vont-elles servir par exemple pour faire de la prédiction, c'est-à-dire mais cette personne-là risque de tomber malade dans 10 ans, dans 15 ans, donc les compagnies d'assurance vont être plus difficiles on va avoir un peu plus de mal à y accéder, on va avoir un petit peu plus de mal à vous donner un contrat, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose, cette surveillance-là, elle est extrêmement inquiétante, elle existe et on ne la voit pas si on n'est pas informé, donc il faut vraiment s'en informer. Mais il y a aussi des atteintes à la liberté d'expression et d'information.
Vous vous souvenez des révélations d'Edward Snowden qui montraient que les USA et d'autres États pouvaient récupérer les données personnelles qui sont récupérées par les entreprises du net pour pouvoir surveiller les individus, la fréquentation des pages Wikipédia ou celles d'autres sites d'infos, notamment sur le GIAL, etc., etc. Alors c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait des baisses de moyens de connexion sur ces pages-là. À mon avis, ça n'a pas réglé grand-chose. Et on a eu les mêmes effets en France aussi, avec la loi sur l'état d'urgence. Je vous rappelle que la loi sur l'état d'urgence, qui porte bien son nom, un état d'urgence, c'est un état d'urgence. Il a duré 2 ans. Il a duré 2 ans, et maintenant la plupart des dispositions de l'état d'urgence sont entrées dans la loi commune, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors vous avez aujourd'hui un autre problème qui est évidemment peut-être moins perceptible, mais quand même assez important. Vous savez qu'il y a des discussions en ce moment sur la loi Avia, c'est-à-dire sur la question de la haine en ligne. On a eu des tas d'exemples de propos extrêmement malveillants, antisémites, etc. sur Internet, et de savoir comment on pouvait empêcher la diffusion de ces propos. Tout ça me paraît tout à fait légitime de pouvoir les empêcher, mais on a déjà des outils. On a l'article 27 de la loi de la presse du 29 juillet 1881 qui est parfaitement utilisable pour pouvoir punir. On a un code pénal qui punit avec des sanctions de 45 000 € d'amende le fait de porter volontairement atteinte à la vie privée et qui prévoit aussi 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait de publier des informations de ce genre. Mais le problème, c'est que les dispositifs de la loi vont donner des amendes aux hébergeurs. C'est-à-dire qu'on va demander aux hébergeurs de faire eux-mêmes la censure. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir à payer de lourdes amendes, on va demander à Google, on va demander à Apple, on va demander à qui vous voulez, dans ces grandes entreprises, de décider si tel propos que vous tenez peut être diffusé ou pas. Ce qui est quand même, là aussi, très inquiétant. Donc ce n'est pas à ceux qui devraient nous protéger que revient la tâche éventuellement de censurer ou d'interdire, mais aux entreprises elles-mêmes. Donc on est toujours dans la marchandisation, dans la commercialisation, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Alors il y a d'autres atteintes aussi à nos libertés qui existent, comme la reconnaissance faciale par exemple. Et je vais vous citer l'exemple de Marseille. C'est celui de Safe City, qui met en place la vidéosurveillance automatisée de l'espace public. Alors ce dispositif prévoit la mise en place de nouvelles technologies de surveillance dans un espace public, et cela relève pour une surveillance biométrique généralisée, c'est-à-dire détection de comportements anormaux. Qu'est-ce que c'est que le comportement anormal? Suivi de silhouettes d'individus, captation sonore, c'est-à-dire vous parlez dans la rue et vos propos sont enregistrés quelque part. Au même titre que la reconnaissance faciale, qui n'est qu'une des nombreuses couches applicatives de la vidéosurveillance, ces dispositifs participent à une véritable mise sous surveillance totale de nos vies. La technopolice continue de se déployer et la vidéosurveillance automatisée, ils appellent ça la vidéoprotection intelligente, voilà, est une de ses principales émanations. Et c'est fondé sur quoi? Ce dont on a parlé ce matin, sur des algorithmes. C'est-à-dire, on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, c'est un système qui va calculer en fonction de ce que vous dites, de ce que vous faites, de vos comportements, si oui ou non vous êtes susceptible d'être appréhendé, etc. Donc ça comprend des gestes brusques. Alors je sais pas, vous avez une guêpe qui vous fait un geste brusque, c'est un geste brusque. Vous pouvez avoir une démarche un peu bizarre parce que vous avez un genou, pas normal qui se promène comme ça, etc. etc. Donc on va pouvoir avoir des flux d'informations, de vidéos, de captations sonores qui vont être enregistrées, mais à quel usage? Qui va en faire quoi? Où sont-elles? Y a-t-il des droits d'accès? Peut-on aller vérifier ce que l'on a pris sur nous? Rien n'est moins sûr. Et tout ça, ça met gravement en danger nos droits et nos libertés. Et puis, ça aide, évidemment, les services de police à nous identifier et à nous surveiller. Mais une fois de plus, c'est une délégation, si j'ose dire, du service public au privé. Parce que qui peut nous assurer la protection, etc., c'est un service public de la police. Ce n'est pas une entreprise privée qui va décider de faire la police et de nous mettre dans cette situation-là. En plus, c'est construit dans l'opacité la plus complète,
et qu'il est impossible de savoir, en fait, ce qu'il détecte avec exactitude. Par exemple, Thalès, qu'est-ce qu'il veut dire? Les comportements suspects, les comportements inhabituels, les suivis de personnes suspectes. Comment pouvez-vous savoir que c'est une personne suspecte? On n'en sait trop rien. Vous avez Huawei aussi, qui laisse inachevé la liste des cas d'alerte dans sa machine. Alors il dit détection de mouvement de foule, j'ai abandonné, situation inhabituelle, etc. Alors, on pouvait mettre beaucoup de choses, etc., etc. Enfin, est-ce que le suivi des personnes suspectes comprend la reconnaissance des démarches, qui est une donnée très individualisante et qui est bien plus difficile à dissimuler qu'un visage. Alors, la grande majorité de ces traitements de données est en fait des données biométriques. Et ces données biométriques, elles devraient être soumises à une réglementation très spécifique, puisque ce sont des données sensibles qui touchent notre propre corps et notre propre individu. Alors, en confiant donc à une société privée et à ses algorithmes l'identification, la catégorisation et la détection d'incidents et d'anomalies sur la voie publique, et en faisant de son outil une aide à la décision pour la police municipale, il est clair qu'on a transféré à une entreprise privée ce qui ressort du service public. Vous voyez que là, on est quand même dans des attaques de liberté quand même assez importantes. Alors, après, je ne peux pas faire tout un état des lieux de tout ce qui se passe, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais il y a des atteintes à nos libertés aussi qui sont plus difficiles à percevoir encore. Je vais évoquer très rapidement ce matin, par exemple, la question de l'accès à la justice. Ça n'a pas l'air d'être une liberté importante, mais pourtant c'en est une. C'en est une et elle est fondamentale. C'est-à-dire que, je répète, la justice, c'est pas que la justice pénale. C'est la justice du quotidien. Hein, c'est le surendettement, c'est les loyers, c'est les injonctions de payer, c'est les tutelles, c'est les curatelles, c'est les divorces, c'est les gardes d'enfants, etc., etc. C'est la justice de tous les jours. Et cette justice-là, on ne peut plus y accéder autrement que par la voie numérique. Avec évidemment des risques d'erreur, puisque, comme je disais tout à l'heure, la justice est un monde très particulier, il faut connaître son langage, il faut connaître ses codes, il faut connaître la façon dont ça fonctionne, et si vous ne savez pas faire, vous n'y arriverez pas. Alors c'est aussi une façon de faire prononcer un certain nombre de personnes à ses droits, c'est-à-dire je ne vais pas y aller, oh bah tant pis, je ne vais pas le faire, ou bien tant pis, je vais abandonner telle chose parce que c'est trop compliqué. Donc ça aussi c'est des atteintes à nos libertés et il faut qu'on en soit extrêmement conscient. Donc c'est vrai que la protection des citoyens, il n'y a pas de problème, elle échappe de plus en plus au domaine public. Et elle va dans les organismes privés, et c'est ça qui met en cause, à mon avis, notre liberté et qui doit nous alerter. Il faut que nous restions maîtres de notre bien le plus précieux, c'est-à-dire nos libertés, sous quelque forme qu'elles soient. Alors, le Conseil constitutionnel rappelle l'exigence de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon laquelle le droit est assuré par la force publique, une force publique, pas la force publique. Souvenons-nous-en, agissons de la sorte, nous sommes tous ici, retraités ou pas, des citoyens, prenons en main ces situations-là, soyons vigilants, vous avez des accès très faciles sur le site de la CNIL, sur les précautions à prendre sur vos ordinateurs pour que vos données ne soient pas envoyées n'importe où, etc. Il y a un minimum de choses à faire, mais individuellement que nous devons faire dans un esprit collectif. Et je pense que nous avons vraiment tous à y participer, parce que c'est notre avenir, mais c'est aussi de nos enfants, de nos petits-enfants qui est en jeu. Je vous remercie. Merci à Dominique. Alors, eh bien, on va reprendre notre exercice. Vous levez la main, s'il vous plaît, si vous voulez. Pardon. Levez la main. Alors, on commence. Je t'en prie. On se présente, s'il vous plaît. Bonjour. Marianne Kervizik, USR de la Vienne. Je reviens sur ce que tu disais, et ça fait le lien aussi avec ce qui s'est dit ce matin et ce qui s'est dit tout au long. Qu'est-ce qui va se dire par la suite? On a parlé ce matin du Blue Button et le fait, l'accès à la santé, le génome qui peut permettre de prédire si on va avoir telle ou telle maladie ou pas. Et tout ça, ce sont des données qui sont stockées par Google ou d'autres.
mais qui stockent aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, nos données de consommateurs. Et on peut voir qu'en vieillissant, on va moins consommer, mais par contre, on va développer plus de probabilité à des maladies. Et de là, déduire que dans la société actuelle où on est, qui est une société commerciale, c'est pas intéressant de soigner, de dépenser de l'argent pour quelqu'un qui, lui, n'en dépense pas, ou en dépense de moins en moins. Et là, on arrive vraiment, alors c'est une vision pessimiste, certes, mais on arrive vers cette... où en analysant toutes nos données, on peut décider de soigner ou de ne pas soigner une personne parce que ça va être rentable ou pas rentable. Bien, j'ai vu une main se lever. Oui. Et ensuite, Alors, membre de la cellule du CR, représentant du CR à CESE. Et par ailleurs, membre de la Commission nationale pour l'équité de la mer. un des artisans du colloque. Oui, enfin bon, c'est pas le plus important. Il y a deux choses, Dominique, sur lesquelles je voudrais revenir. C'est-à-dire que tu as effectivement bien parlé du FNAEG, qui est le fichier national des empreintes génétiques. Je pense que ce que tu as oublié de dire, c'est quand même l'origine. C'est-à-dire qu'en communication pure, on nous a vendu ce fichier comme étant le fichier anti-pédophilie. Et donc, effectivement, à l'époque, personne ne s'y est opposé. Or, aujourd'hui, les atteintes sexuelles ne représentent que 23% du fichier, et que quand vous êtes militant syndical, que vous faites arrêter dans une manifestation, vous avez toutes les chances, effectivement, d'avoir une prise d'empreinte génétique et de vous retrouver fiché à vie dans ce machin-là, puisqu'on n'a jamais compris comment on pouvait se faire retirer du FNAEG. Donc voilà, je veux dire, attention aussi aux effets d'annonce sur un certain nombre de sujets. On nous vend toujours soi-disant de la nouvelle sécurité au travers d'exemples quotidiens et de choses extrêmement fortes. Voilà, personne ne pouvait s'opposer effectivement à la pédophilie, mais tout comme personne ne pouvait s'opposer à l'état d'urgence dans les 3 jours qu'on suivit l'état d'urgence. Sauf que chez les Anglais, il a duré 24 heures, chez nous, il a duré 2 ans, et comme tu l'as très bien dit, effectivement, il a été transformé dans la loi. Ma question aujourd'hui, ma deuxième question, ma vraie question, c'est celle de la CNIL. C'est-à-dire que pendant des années, on a cru que la Commission nationale informatique et liberté était vraiment un outil citoyen qui permettait de contrer. Or, je veux dire que sur l'ensemble des derniers fichiers, je voudrais ton avis par rapport à ça, sur l'ensemble des derniers fichiers, l'attitude de la CNIL a été extrêmement frileuse et la qualité protectrice des libertés. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un certain nombre de textes qui, il y a 20 ans, à mon avis, seraient passés pour liberticides et qui aujourd'hui ont été intégrés sans aucune difficulté. Le gouvernement se contentant de dire, comme c'est l'exemple de la loi Villa par exemple, de dire que la CNIL a vu les choses et qu'ils n'ont pas trouvé matière à censure. Donc voilà, je crois que vraiment, ton avis sur la CNIL, ça me paraît très bon aujourd'hui, parce que je crois qu'il faut faire tomber l'idée que la CNIL est la barrière qui empêche un certain nombre de choses aujourd'hui. Merci. Alors, nous rassemblons une première question et tu réponds. Pascal. Moi, j'ai une question précise à poser à Dominique. En gros, je vais être brutale, est-on dans un état policier? J'ai entendu ce matin le défenseur des droits qui, on va dire ça un petit peu off, a dit on a vu se taper sur la gueule les policiers et les CRS. En fait, les pompiers et les CRS, et excusez-moi, mais en même temps, il y avait aussi les gendarmes. Et ce qui me fait réagir, c'est Musso. M. Musso nous disait ce matin aussi que toute expérimentation est faite par la défense nationale. Et moi, je me pose la question aujourd'hui, comment sont utilisées toutes ces données, y compris dans la situation actuelle où on est en pleine bataille, pour museler l'expression publique et pour interdire donc aux gens de s'exprimer dans les manifestations. Donc moi, c'est ma question. Est-on aujourd'hui dans un pays policier, en état policier? Est-ce qu'il y a une autre demande d'intervention? Oui, je t'en prie. Voilà, donc je me présente Copernicus, USR CAR, UFR Mine-Énergie. Voilà, moi j'avais des questions à poser ce matin directement à M. Goé, parce que la question que je voulais poser le concerne directement. Voilà, depuis avril 2015,
il y a une comédie qui est effectuée par mon directeur de caisse de retraite qui refuse, et la question est venue ce matin, il n'y a pas eu réponse, elle est venue hier, il n'y a pas eu réponse, qui concerne l'attribution à chacun de nos bulletins de pension par la poste. Et que nous n'avons plus depuis quelque temps, en ce qui concerne la CNIEG, depuis avril 2015. Et il y a refus systématique du directeur de la caisse d'envoyer à chaque ayant droit le bulletin de pension, au moins chaque fois que ça change au niveau cotisation, et chaque fois qu'il y a des modifications apportées, des augmentations, si peu souvent. Et j'ai fait appel à la CADA, délivrance des documents administratifs à chaque citoyen. La CADA m'a donné raison à 100%, et malgré ça, il y a eu refus du directeur de la caisse. Il est arrivé à la même chose d'une association de ma ville qui a lui, elle aussi, eu la CADA qui lui a donné raison, et le président de la commission, de la communauté des communes, refuse d'attribuer à cette association les documents qui lui a été demandés. Donc moi j'ai fait appel au défenseur des droits qui tout simplement m'a répondu que ce n'était pas de son ressort, qu'il n'avait aucune compétence sur la CADA et que tout simplement en tant que citoyen je devais aller au tribunal administratif pour faire valoir mes droits. C'est-à-dire qu'on demande aux citoyens d'aller en justice pour faire valoir ses droits. Et c'est ce qu'on répond. Le défenseur des droits aux citoyens. Alors j'aurais aimé avoir de réponse de M. Bourret ce matin, malheureusement, il est parti, je ne l'ai pas. Bien, eh bien écoute, tu sais ce que je propose. On ne pouvait pas prolonger ce matin, il devait partir. Mais c'est que tu écrives ce que tu viens de dire, que tu le transmettes aux camarades de la direction du CR, puisque 2 rendez-vous sont pris avec le défenseur des droits. Donc, ton courrier sera transmis à qui de droit. Alors, je t'en prie, c'est à toi. Et après, à toi. Il faut appuyer. Je ne vais pas appuyer assez fort. Marie-Claude Bugnonne du l'UFR FAPT et vivant dans un département rural, extrêmement rural, puisque c'est le centre de la France. Moi, ce que je voudrais intervenir, c'est qu'au-delà de tout ce que le camarade a expliqué, de policier, il y a aussi la surveillance patronale. Et ça, c'est très important dans la mesure où, dans les recherches d'emploi, de plus en plus les employeurs se servent de Facebook pour aller chercher le candidat idéal pour un emploi. Donc, c'est vrai que les jeunes sont très très habitués pour Facebook à critiquer le gouvernement, à critiquer XY, et bien sûr ça peut être un futur révolutionnaire, donc on va quand même pas le mettre dans l'entreprise. Ça c'est très très... Et je pense que vis-à-vis de nos jeunes qui sont des utilisateurs inconditionnels de Facebook, il y a, et vis-à-vis des jeunes dans les entreprises, surtout lors des conflits, moi qui ai été fonctionnaire, des conflits longs, de dire à des jeunes grévistes, vous la fermez sur Facebook. Nous avons quand même assisté à des conseils de discipline, il ne faut pas l'oublier. Sur des... Bon, alors, peut-être que les termes étaient un peu injurieux, mais bon, c'est un peu le propre de la jeunesse. Et même quand on est moins jeune, l'irrespect de plan, ça arrive à tout le monde. Donc, il faut qu'on soit très très vigilant à ce problème-là. Deuxième truc sur les caméras, on parle effectivement des caméras dans les villes, mais dans les entreprises, souvent les caméras sont installées dans un but de sécurité. Ma qui était guichetière, c'était effectivement pour me protéger normalement d'une attaque à main armée, etc. Sauf que non, c'était pas ça. Le moniteur était dans le bureau du chef, et moi, si j'avais pris 5 minutes de pause en trop, on me faisait revenir, on m'en passait une bonne. Donc, ça veut dire qu'il y a des dérives maintenant de choses par rapport à tout ce qui est informatisé. On est au départ pour la sécurité, maintenant, on s'en sert vraiment comme moyen de répression. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, j'ajouterais, avant de passer la parole à notre camarade, que vous êtes en direct sur Facebook en ce moment.
t'en prie. Et on arrête là cette première série de questions pour laisser le corps répondre. Oui, en tant qu'administrateur à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, nous avons porté l'idée que, d'une manière délibérée, et nous l'avons porté devant le commissaire du gouvernement, d'une manière délibérée, on exclut le pourcentage de personnes retraitées qui n'ont pas Internet, de l'information, de leurs droits, de leurs pensions, de leur CSG, du taux et de tout ce qui se passe. Le seul endroit où ils peuvent avoir une information sur l'évolution de leur pension, c'est regarder leur compte en banque. Et comme leurs comptes en banque sont en ligne, ça devient encore plus compliqué d'avoir accès à ce qu'ils touchent de leur pension, parce qu'ils n'ont pas effectivement Internet. Donc ça devient une exclusion délibérée du gouvernement d'exclure, parce que l'objectif dans la numérisation, c'est le plus grand nombre. Désolé, les dommages collatéraux, on ne les gère pas. C'est clairement dit. Et quand on pose la question du support papier pour informer de l'évolution du taux de la CSG, etc., le gouvernement dit, écoutez, combien ça va nous coûter? Parce que dans le budget de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, 9 millions pour envoyer un courrier par la poste d'information aux assurés de l'évolution de la CSG, etc., ça coûte. Donc nous, en CNA, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, on demande au gouvernement de prendre leurs responsabilités financièrement. Donc il y a un combat à mener autant sur la question avec les défenseurs de droits, il y a un combat à mener syndicalement parlant avec les retraités dans une organisation, et il y a un combat à mener en tant qu'administrateur, puisqu'on représente les assurés, pour que ce droit à l'information soit porté dans toutes nos caisses de sécurité sociale et dans toutes nos institutions. Donc merci. On va avoir une petite rencontre avec Cathy sur cette question, mais je crois qu'on a intérêt à poser à tous les enfants et d'en faire d'ensemble. Le message est passé. Merci. Alors, je propose que Dominique réponde à cette série de questions. Parce que c'était pas sur le fichier, je l'ai juste cité comme ça, mais bien sûr qu'il a été fait au départ dans un but très précis et dont l'objet ensuite a été complètement détourné. Et aujourd'hui, en fait, plus personne n'y fait très attention. Mais il existe bien, et malheureusement, c'est toujours aussi inquiétant parce que c'est extrêmement difficile de se faire radier de ce type de fichier. Je pense que quand on est dans des périodes comme on a été au moment des attentats de Charlie et autres, où il y a une peur collective qui est parfaitement compréhensible, on peut faire passer énormément de choses. Qu'on nous prétend temporaires, et puis qui temporaires finissent par devenir définitifs, puis après on les oublie parce qu'on passe à autre chose, mais elles sont toujours là, et malheureusement, c'est comme ça. Alors, la CNIL, je pense que la CNIL n'est pas un rempart. La CNIL, c'est simplement, pour moi, un lieu d'information, parce que je pense qu'il y a des informations qu'on peut trouver sur la CNIL, qui sont utiles et qu'il faut aller chercher, parce que ça nous permet de nous éclairer, etc. Mais elle n'est pas en elle-même suffisante pour pouvoir empêcher toutes ces dérives-là, et je pense qu'il faudrait vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant pour arriver. Mais vous savez, quand on discute avec les députés, quand on a des projets de loi qui arrivent comme ça, etc., et quand on voit, excusez-moi, le niveau de ces députés, le peu d'informations qu'ils ont, les peurs qu'ils ont préfèrent ne pas voter quelque chose qui pourrait aller dans un certain sens parce qu'ils ont peur de leur électorat ou ils ne savent pas ce qu'ils font, là c'est quand même assez inquiétant et on a beaucoup de temps. Le défenseur des droits est une institution qu'il faut essayer de sauvegarder. La CNIL est de plus en plus l'objet d'attaques d'ailleurs d'un certain nombre de personnes en ce moment. Je ne suis pas sûre qu'elle va durer encore très longtemps. Mais en tout cas, pour l'instant, on y trouve des informations et je pense qu'il faut y aller. Mais je suis d'accord que ça n'est pas suffisant, ça s'est passé énormément de choses. Alors, sur la question des forces de l'ordre, c'est tout un sujet en soi, parce qu'aujourd'hui, on pourrait faire tout un débat. J'ai une question, Dominique, force de l'ordre ou force de répression? Alors,
Pour l'instant, elles s'appellent force de l'ordre. Il y a un problème de vocabulaire. Après, on les appelle force de répression, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on y est parce qu'on est dans un état qui est de plus en plus policier, c'est-à-dire qu'on est dans un état où on a délégué à la police vraiment le rôle de contrôle de la population qu'on attend dessus. Ça fait des années quand même que les manifestations sont de plus en plus violentes, elles se terminent de plus en plus violemment par la faute des services de police, que c'est vrai que moi, qui cours un peu moins vite maintenant, je regarde à 2 fois avant d'y aller parce que je me méfie, parce que le 1er mai, j'avais l'habitude d'aller défiler avec mes petits-enfants, et maintenant, j'ai pas envie qu'ils se prennent des lacrymogènes dans la figure, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que là, il y a une question de répression, et qui fait qu'il y a des atteintes à nos libertés, et c'est volontaire, c'est parfaitement volontaire, c'est de nous laisser chez nous, et puis taisez-vous, et tout va bien, et puis n'allez plus manifester. Voilà. Donc, le rôle de la gendarmerie, oui, ça fait longtemps que les gendarmes mobiles interviennent dans les manifestations, c'est pas récent. Moi, j'en ai des souvenirs très particuliers. Je me souviens en 97, quand on a évacué l'église Saint-Bernard, c'était bien des gendarmes mobiles. Il n'y a pas de problème, ils avaient bien la petite sur leur casque, et puis ils interviennent maintenant de plus en plus souvent. Donc ça, c'est tout un autre débat qu'il faut avoir, mais c'est vrai que c'est de plus en plus violent, c'est de plus en plus compliqué. Et on se rend compte que même si Castaner a fait des efforts, a dit il y a 2 ou 3 jours qu'ils allaient supprimer les grenades explosives, moi je veux bien, on ne sait pas combien il en reste en stock, on ne sait pas ce qu'on fait en stock, on ne sait pas comment ça va se passer, ils ont ni supprimé les flashballs, ni supprimé tout ce qui est bombe, etc., etc. Donc on est encore dans une période extrêmement tendue. Hein. Donc ça aussi, mais c'est aussi une façon de réprimer le mouvement social et de faire en sorte que les gens hésitent à aller dans la rue. J'avoue que moi, il y a des moments où j'hésite aussi un peu parce que je suis plus aussi agile que je l'étais il y a quelques temps. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un vrai problème de restriction de nos libertés. On l'a fait avec la CGT, avec Philippe Martinez, on a eu des tas de réunions avec des en commun justement sur la question de la liberté de manifestation, de pouvoir manifester librement, de pouvoir ne pas être nassé sur une place ou dans des rues dont on ne peut pas sortir, etc. Et arrêter de se faire casser la figure à chaque rue. Mais ça, c'est en cours, c'est compliqué, mais il y a une vraie volonté politique là, de réprimer, qui ne s'arrête pas d'ailleurs. Et ça, c'est très bien, parce que je trouve ça une réponse assez claire et qu'il faut continuer à maintenir. Alors la surveillance, oui, la surveillance des caméras, bien sûr, elle peut protéger, la surveillance, on est tous à fait d'accord, la caméra peut protéger, mais elle peut aussi être très contre-productive et surveiller les individus. Mais ça, on le sait très bien. On sait très bien que les caissières du supermarché, elles ont des caméras aussi de tunnel et qu'on surveille comment elles rentrent la monnaie, comment elles font ceci, etc. Donc ça, c'est pas nouveau, malheureusement. C'est aussi quelque chose qui existe, donc c'est pas un double tranchant. La publication sur Facebook, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça dépend aussi de ce que vous avez envie d'y mettre. Alors on sait très bien que les plus jeunes ont tendance à mettre beaucoup de choses, y compris des photos très personnelles, qui moi me fait sauter au plafond en leur disant mais attendez, arrêtez, c'est complètement idiot de faire ça parce que ça va vous tomber dessus un de ces jours, etc. Mais ça, on a un peu de mal à faire, mais je pense qu'il faut assister. Les informations, je veux dire, après il faut savoir, est-ce qu'on s'auto-censure? Est-ce qu'on a envie de s'auto-censurer? C'est la vraie question. Est-ce que du coup on dit bon ben on ne dit plus rien, on va ce soir, on ne dit plus et on ne s'exprime plus. Comme de toute façon aujourd'hui on n'a pas d'autre moyen de s'exprimer sauf la rue que par ces réseaux-là. Vous savez très bien que tout ce qui est la presse aujourd'hui elle est complètement verrouillée. Vous savez très bien qu'on n'arrive absolument plus à faire passer des messages autrement. Donc les réseaux sociaux, ils ont montré leur utilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, il y a eu la révolution tunisienne, elle est bienvenue par les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mystère. Or, c'était un pays qui était complètement verrouillé. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Donc, il y a eu des gens courageux, ils s'en sont fait plein à la figure, mais ils y sont allés. Et je pense qu'à un moment donné, voilà, maintenant, les conséquences, elles peuvent être effectivement un peu compliquées. Le dernier point, c'est sur les questions d'accès à Internet. Oui, bien sûr que c'est compliqué. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le discours que j'entends depuis quelque temps justement sur les retraités. Alors, en gros, on ne sert plus à rien. On coûte de l'argent, on est inutile. Voilà, bon. Alors après, vous avez les délires de quelques-uns qui disent
candidats pour avoir supprimé, je pense, d'un coup, c'est pas des bêtises, mais c'est un peu révélateur d'un état d'esprit, quand même, en ce moment, qui est assez inquiétant. Sur le fait que, voilà, on a l'impression qu'on nous met complètement sur le côté, qu'on nous marginalise, alors que c'est justement le contraire qu'il faudrait, parce que nous avons vu quand même là-dessus. On a l'âge qu'on a, on a une certaine expérience, on a des choses à transmettre, on a des choses à dire, et on a encore les moyens de se battre, et je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Je pense que vous y êtes, et on s'en bouge. Voilà. Merci, Dominique. Merci.